Traverser l'Atlantique pour quitter sa patrie sans aucun filet de sécurité et surtout sans savoir de quoi l'avenir sera fait. Est-ce que vous auriez fait ça? Notre invitée de cette semaine l'a fait, elle, et ne regrette rien, absolument rien, comme dit la chanson de Piaf. Angélique Boulet, de l'Auberge et du Festival Pour un instant, est aux vraies affaires cette semaine. Les vraies affaires avec Dave Kidd, un balado produit par la Typo et soutenu par la SADC de Charlevoix. Angélique, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue, merci de m'avoir invité. D'abord, on va commencer un peu par ton histoire personnelle. Bon, on s'entend qu'avec ton accent, là, bon, t'es pas né dans Charlevoix, on va dire les choses comme elles sont. T'es né en France? Exact, je suis française d'origine, née dans la région parisienne, partie très, très tôt dans la région lyonnaise, pays du vent. Et puis par la suite, j'ai voyagé un petit peu sur la côte atlantique, sud de la France, avant de m'en venir ici au Québec depuis 16 ans maintenant, je pense. Pourquoi le Québec? La langue. La première chose, c'est que je ne suis pas complètement bilingue. Donc, à l'époque, on avait vraiment deux perspectives. J'ai immigré avec mon conjoint ici au Québec. Okay. Il y avait l'Australie aussi, mais notre anglais étant ce qu'il est et notre attachement à la langue étant assez fort, le Québec s'est fait de façon assez naturelle. Et il faut dire qu'il y a 16 ans, c'était plus facile d'immigrer que de nos jours aussi, là. Mais l'Australie, le surf, tout ça, etc., ça ne tentait pas, non? Écoute, ça a l'air que j'aimais ça, d'avoir encore de la neige au mois de mai. Oui, c'est ça. Es-tu une skieuse ou... Oui, il fait un peu de ski, OK. mais il faut vivre l'hiver. On aime ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Il est toujours trop long, hein, mais les Québécois, vous pensez la même chose, je pense. Donc, le Québec nous a séduits, mais on a vraiment immigré sans voyage exploratoire. On a fait notre processus de résidence permanente, notre documentation, tout à distance. À l'époque, ça a pris 1 an. Maintenant, ça prend peut-être 3-4 ans pour les Français d'immigrer. Puis je te dirais qu'une chance, parce qu'on n'a pas été séduits tout de suite quand on a mis nos 6 valises à Montréal avec les nids de poule. On a fait « ouf ». Et boy, en bon québécois. Ben oui, là, c'est là qu'on regrettait l'Australie un peu. Ben, pas Non? tant, mais tu sais, Non? il y a toujours un choc culturel, je pense, où que tu atterrisses, quel que soit ton statut d'immigration. Puis, tu sais, on est chanceux, on est ce qu'on appelle des immigrants économiques. Tu veux mieux, tu veux plus de perspectives. Tu sais, moi, j'étais jeune quand j'ai immigré ici. J'avais le goût qu'on me donne la chance, et c'était pas tant le cas en France de donner la chance à la jeunesse. Pas assez d'expérience, trop diplômés, pas assez diplômés. Il y avait beaucoup de choses toujours dans la balance qui étaient assez lourdes. Et je pense que ce que j'ai fait au Québec, j'aurais jamais pu le faire en France. Tu sais. Mais là, tu t'es vraiment, je dirais, donné beaucoup d'ouvrages en achetant une auberge. Mais ça, on va y revenir parce que tu faisais... Toi et ton conjoint en France, vous faisiez quoi, là? Vous n'étiez pas aux études, là. C'est fini, là? Mon conjoint était enseignant en France, donc les conditions d'enseignement aussi se sont détériorées de plus en plus. Le métier est de moins en moins valorisé, bien que ce soit un métier dont on a besoin pour que nos jeunesses soient la vraie relève. Puis moi, je te dirais que j'étais un peu saltimbanque. Je faisais des saisons d'animation. J'avais juste un deck en poche, pas le goût d'aller aux études. J'avais le goût de faire autre chose, je pense, d'avoir peut-être une terre d'accueil qui avait plus d'ouverture. Ça, c'est quelque chose qu'on recherchait beaucoup et c'est ce qu'on a trouvé au Québec pour être encore ici 15 à 16 ans plus tard. Ça s'est détérioré un peu aussi le climat en France dans les dernières années, là. J'imagine que là, votre choix, vous devez être encore plus heureux de l'avoir fait, là. Assurément, puis je te dirais que même si on travaille beaucoup à tous les matins, et hier soir encore, j'ai fini tard, puis je me suis dit, on est chanceux d'être au Québec, dans un pays sécuritaire. C'est pas parfait, des fois, il y a plein de choses à construire, puis ça se développe pas autant que ce qu'on souhaiterait, mais on est vraiment chanceux avec le contexte géopolitique de pouvoir évoluer et vivre au Québec. Donc, vous êtes à Montréal, puis on a bien vu ce que j'appellerais quasiment un chemin de croix que tu as fait pour te faire une place au Québec. Puis là, tout d'un coup, c'est la Malbaie qui apparaît sur votre radar. Comment ça s'est fait, ça? Écoute, une découverte. Ma meilleure amie est venue en voyage au Québec, qui était en rémission d'un cancer. Puis sa meilleure amie aussi, elle habitait la région de Charlevoix. On a découvert Charlevoix comme ça, puis ça a été un vrai coup de cœur de sortir au-delà de la rive nord et de la rive sud de Montréal. Oui, Il y a de la vie après le tunnel. Oui, une chance. Une chance. Les touristes qui viennent nous visiter de Montréal sont bien contents d'atterrir dans Charlevoix actuellement. Puis le coup de cœur a été là. On a visité la région, on venait faire du ski, on venait se promener, on est venu camper dans Charlevoix. Puis je te dirais que la pandémie, comme tout le monde, ça nous a poussé à une certaine réflexion. Moi, je travaillais pour l'Université de Montréal aux médias sociaux dans mon sous-sol à rencontrer personne. Donc, j'avais un besoin de revenir aux sources, d'être proche de l'humain, pas juste avec mes machines, tu sais, les téléphones, les cellulaires.
d'avoir autre chose qu'une job de bureau, je pense aussi. Puis j'ai eu 2 opportunités d'emploi dans la région, une où j'ai pas été choisie, l'autre où j'ai été choisie, puis moi, j'ai décliné cette offre-là. Puis c'est là que j'ai dit, le déclic, il est là. J'ai dit à mon conjoint, j'ai dit, je m'inscris dans dimanche soir à la formation lancement d'entreprise pour faire un plan d'affaires, puis on va explorer pour avoir une auberge musicale. On visitait la région toutes les 2-3 semaines. T'sais. On partait tôt pour éviter le trafic le samedi matin, rentrait tard le dimanche soir parce que notre job était sur la semaine. Puis on a trouvé une opportunité, puis ça s'est construit comme ça, de fil en aiguille, je te dirais. Ça vous prenait de l'air pour vivre. C'est ça que mon analyse, est-tu bonne? Oui, moi, je suis pas une fille de la ville. J'ai grandi à la campagne. Ouais. Je pense que je suis une amoureuse du fleuve aussi. Tu sais. Ma mère habite sur la côte atlantique en France. Mon conjoint Montpellier est à la mer aussi, un petit peu moins d'immensité. Il faudrait être difficile pour pas tomber amoureux de Charlevoix. Quand le même. fleuve, la montagne, Oui. la campagne, les lacs, les rivières. Oui, on est un peu plus loin de la ville. Tu sais, tu vas pas magasiner en sofa tous les jours. Non, c'est surtout quand il s'en va un peu partout aussi. Là, Tu reviens à l'essentiel, là, je pense aussi. Tu te Ouais. connectes un peu plus, même si on travaille comme des dingues puis qu'on a peu de temps pour cette connexion-là. Tu sais, pour un instant, ça venait de ça aussi. Vivre le moment présent. Tu sais, on a perdu des êtres chers dans nos vies. Ça nous a ramené à l'essentiel. La COVID a fait en sorte que ça t'amène à réfléchir à quel point c'est fragile. Pour un instant, c'était vraiment d'amener cette philosophie-là, tu sais, le temps d'arrêt, le point d'orgue en musique, prendre le temps de se ressourcer, prendre le temps de vivre aussi. Et en ville, on vivait un petit peu comme des fous ou en banlieue. Tu sais, t'as à peine le temps de saluer ton voisin, métro, boulot, dodo. Parce que tu le connais même pas souvent. Exact. Tu sais, donc, Puis lui, il veut pas te connaître. oui. Ben, tu sais, non, c'était pas si pire, je te dirais, mais pour moi, il n'y avait pas assez de relations sociales avec les gens. Après, il n'y a rien de parfait. Tu es loin de tes amis, mais Charlevoix, ils viennent nous visiter parce que la région est pas pire. Ah non, c'est clair. Puis là, l'auberge, là, vous n'aviez jamais été en affaires, toi et ton conjoint, là? Vraiment pas. Vous avez peut-être plongé là-dedans, là, tête première, là? Oui, tu sais, mon conjoint, dans la vie, lui, est enseignant. Bon, c'est sûr que dans sa famille, il y avait des entrepreneurs. Moi, mes parents étaient des entrepreneurs, donc c'est sûr que le côté comme plus commerçant, Ouais. la fibre entrepreneuriale, je l'avais. Puis dans le milieu de la musique et tout ça, tu es un peu obligé d'avoir cette fibre entrepreneuriale. Mais je crois qu'on n'avait jamais osé. Puis pour moi, tu sais, j'ai cumulé des expériences professionnelles, mais j'étais toujours insatisfaite de mes jobs. Je changeais, je travaillais dans un réseau national, pour une université, pour une entreprise privée. Puis une fois que j'ai exploré pas mal d'affaires pendant plusieurs années, à toujours être insatisfaite de plein de choses, il était temps de me regarder dans le miroir et de dire qu'est-ce que tu attends Ben oui. pour développer Pourquoi ton tu plonges entreprise. pas? Ben oui. Mais tu sais, la peur de l'insécurité financière, plein de choses. Puis on n'a pas notre famille sur place, on est tout seul. Nos amis étaient dans la région de Montréal. Tu te dis, ben, tu vas t'en faire d'autres, des amis. Puis c'est ça qu'on essaye de créer, dans le fond. C'est une communauté, puis d'essayer de revenir. On n'innove pas en faisant ça, mais on revient à l'essentiel, je crois, qu'on avait dans nos sociétés et que moi, comme personne plus jeune, j'ai pas connu, mais que mes parents, mes grands-parents ont connu, que toi, probablement tes ancêtres ont connu, mais qu'on connaît de moins en moins parce qu'on est toujours derrière les tablettes, les écrans. On se connaît, mais on se connaît pas. Non, c'est ça. On parle des réseaux sociaux qui, finalement, ont pour effet d'isoler les gens plus que jamais. Tu as des effets pervers à ça. Ah, Puis clairement. cette idée d'auberge, c'était cette idée de reconnecter. Puis, tu sais, la façon dont on a construit les choses chez nous, on voulait qu'il y ait un espace de vie. L'auberge n'avait pas de lieu de rencontre. On voulait qu'il y ait un foyer, un salon, que ça soit des moments intimes, conviviaux. Puis on le voit entre les gens, que ce soit de la région ou des touristes qui viennent de l'étranger. Souvent, ça connecte entre eux. Et c'est ça qu'on voulait recréer à une échelle humaine. Puis pour lequel on travaille, tu sais, on travaille fort pour ça, pour revenir à quelque chose qui est censé être naturel. On est des êtres profondément sociaux, mais profondément asociaux en 2026 aussi. Là. Clairement. Puis est-ce que ça va bien, l'auberge? Ça va à votre goût? Oui, ça va bien. Je te dirais qu'on est parti de rien. Tu sais, nous, on a repris une entreprise déficitaire. On voulait garder le cachet ancestral, moderniser. On a eu la chance d'avoir 2 amis à la retraite ou pré-retraite qui nous... Tu sais, ça a pris un mois à peinturer l'auberge au complet, là, qu'on a fait de nos mains, là, à 4. Puis, entre-temps, tu sais, moi, il a fallu que j'aille en France. Mon papa est décédé. On venait d'avoir l'auberge, ça faisait 2 mois, là. Donc, il y a eu tout ça. Mon conjoint travaillait à temps plein, puis ça en prend un des deux qui a une job rémunérée pour limiter ton risque financier parce que on s'entend qu'on se remet en contexte. Augmentation des coûts des matériaux, de la main-d'œuvre avec la COVID, augmentation des taux d'intérêt. C'est la pire période pour acquérir une auberge. En fait, la seule chose qui nous a motivés, c'est l'aspect humain.
parce que le risque financier était gros, le travail était titanesque. Mais tu sais, je pense qu'on monte des marches, puis c'est la passion qui nous guide. Tu sais, la pénurie de main-d'œuvre fait en sorte que l'été dernier, notre employé nous a lâchés en pleine Saint-Jean. On a tout opéré à 2. Appelle tes amis à la retraite, viens-tu m'aider? On travaille 15 heures par jour, 7 sur 7 pendant 4 mois. Donc, ça fait en sorte qu'il faut être passionné quand même. Mais quand on voit les résultats, qu'on réussit à positionner une auberge qui est bien notée, puis que quand les gens nous font des retours positifs comme quoi, j'ai eu une personne qui avait peut-être 65 ans qui a dit « J'ai jamais été reçue comme ça dans ma vie ». Ça fait chaud au cœur, puis ça dit « OK, je pense qu'on travaille pas pire, puis qu'il faut continuer, puis qu'on réussit à créer ce qu'on voulait d'un point de vue humain, expérience. » Notre job, en fait, c'est de prendre soin des gens. Bien, c'est ce que j'allais dire. Mais là, finalement, le début de l'auberge, pour un instant, c'est ce que vous appelez en France, quel truc de ouf. Ah, t'es bon dans les expressions. C'est pas mal ça. Bon, j'en connais d'autres, mais je vais me contenter de celle-là pour l'instant. Mais c'est vraiment intense là, comme début. Là. Puis il y a eu sûrement des moments de découragement dans tout ça. Peut-être que tu ne voudras pas embarquer là-dedans, mais il y a sûrement des soirs que tu devais prendre un café en regardant le fleuve puis en disant ça le fera pas, là. Oui, puis je pense que c'est important d'en parler. J'ai écouté l'entrevue de Frédéric de la microbrasserie. Tu sais, les gens voient juste le succès d'une entreprise ou à partir du moment où tu attends un certain sommet. Mais tu sais, on s'entend que quand tu gravis une montagne, tu ripes à plusieurs fois, tu tombes, tu te relèves. Oui. Il y a des essais-erreurs. Puis je pense qu'on n'en parle pas assez dans l'entrepreneuriat. Moi, la première, tu sais... Oui, parce que, excuse de t'interrompre, parce que un échec, c'est pas un échec, là. Je veux dire, c'est une expérience, là. Oui. C'est ça dans la vie d'un entrepreneur. Tu sais, les entrepreneurs, ça tombe, ça se relève. C'est ça la différence, là. Tu as raison d'apporter cette précision, puis je dis ça à mes amis. Souvent, on est le cordonnier mal chaussé. C'est plus facile de donner des conseils aux autres que de les appliquer, même si on le sait. Et un échec, c'est pas effectivement quelque chose de négatif, tu as raison. Ben non. C'est le fait d'avoir essayé quelque chose. Puis quelqu'un qui essaye rien, ben il n'aura jamais d'échec dans sa vie. Puis il y en a plein de gérants d'estrade, là. Oui. Oh, si j'avais été là, j'aurais fait... Non, c'est parce que tu n'as jamais rien fait, là. Exact. Tu sais, je veux dire, arrête de dire ça, là. Le parcours n'est pas tout droit. Ben non. Puis je crois que ce qui fait en sorte que tu arrives à avancer puis à atteindre c'est les expériences. Ah oui, quand ça va bien, c'est facile. Exact. Tu flottes, puis... C'est des essais-erreurs. Il n'y a pas de recette parce que chaque entrepreneur est unique, même si tu as des tendances puis certains tracés sur lesquels... Puis c'est le fun d'échanger avec d'autres entrepreneurs parce que tu te rends compte que finalement, la résilience est la même pour tout le monde. C'est ça. Ça prend de la résilience pour continuer d'avancer. Puis d'y croire, puis de dire, si je me suis trompée, au moins, on aurait essayé. C'est ce qu'on s'est dit. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau d'avoir une job salariée, puis il y en a à qui ça convient et c'est parfait. Oui. Mais moi, je me disais, je fais quoi? Ma job salariée, sors plus souvent au resto parce que tu es insatisfait de tout. Au final, tu as quoi? Tu as ton auto, gaspille ton essence, passe 4 heures dans le trafic. C'est vraiment un choix de vie pour nous de dire, on vient... Tu sais, moi, je descends de ma chambre à ma cuisine d'auberge, c'est peut-être 23 secondes le matin pour arriver en cuisine. Puis t'es heureuse? C'est un luxe. Oui, je travaille 15 heures par jour, mais ça, c'est un luxe. Oui, c'est ça. T'es heureuse de faire ça, là. Exact. Tu sais, je suis contente quand les gens, ils ont bien mangé, qu'ils ont passé une belle journée, puis qu'ils ont passé 2-3 jours chez nous, puis qu'ils disaient, hey, c'était le fun, tu sais, parce que Cap-Alec, t'avais plus rien aussi, là. Faut pas oublier que c'est un village... qui s'est dévitalisé, si on peut le dire comme ça. À l'époque, il y avait les tables les plus renommées, des grandes auberges. Ouais, puis là, il n'y a plus rien. Donc, nous, on a monté un bistrot-crêperie, mais tu sais, on n'est pas du métier, là. En France, c'est 6 mois pour être maître crêpier. Je ne peux pas laisser mon entreprise 6 mois aller me former en France. Garde les meilleures crêperies du Québec, prends le téléphone. Puis là, j'ai atterri à Québec, un chef breton qui est au Québec depuis peut-être 30 ans, au Bilig. Puis j'explique le projet. Il n'y a plus rien dans le village. On veut lancer une crêperie parce qu'il n'y en a pas dans Charlevoix puis qu'on voulait être en complémentarité avec l'offre. Puis il m'a formé en une demi-journée, puis tu m'appelles quand tu veux. Quel genre de crêpes vous faites, là? Écoute, c'est la tradition française. On a la chance d'avoir des moulins puis des farines de qualité dans Charlevoix. Nous, on travaille avec le moulin des éboulements. Donc, on fait la tradition de la galette ou la crêpe, selon les écoles de pensée, au sarrasin, qui est sans gluten, en fait. C'est une galette qui est travaillée sans gluten. Elle est plus épaisse ou c'est comme la bretonne, mettons? Là? Non, c'est vraiment la vraie bretonne, croustillante ou haute. On n'est pas dans le pancake, là. On est plus dans cette galette croustillante, fine, que je fais à la main selon la tradition qu'on m'a appris. Dans le fond, le chef de Québec m'a appris ça et c'est une recette de sa grand-mère. C'est celle-ci que je suis. Puis on est dans les crêpes plus traditionnelles que les gens connaissent au froment avec une farine blanche,
Mais nous, on n'utilise pas des farines chlorées, on utilise vraiment la farine du moulin. OK. On est dans une farine qui est plus nutritive, qui est non blanchie aussi. Donc, ce retour aux sources, c'est ça que Charlevoix nous offre. Pourquoi est-ce qu'on est parti dans ce projet-là de dire on va ouvrir un bistrot-crêperie? On voulait une bouffe qui nous ressemble, qui est simple, mais qui est du terroir. Écoute, les seules choses qui ne viennent pas du Québec hors saison, c'est peut-être les fruits, puis certains légumes, parce que l'hiver étant ce qu'il est au oui, Québec. c'est ça. Là. Mais sinon, oui, on travaille cette tradition-là. C'est la base, puis on s'est mis à faire nos pâtes fraîches. On est allé à Naples en novembre dernier. Après 3 ans d'entrepreneuriat, on n'avait pas pris de vacances. On s'est dit, on va se faire un petit voyage en Italie. Puis on a profité pour travailler puis aller prendre un cours avec un pizzaiolo, tu sais. Donc, c'est ça qu'on va faire là, les dimanches pour essayer de varier puis faire des pizzas maison, tu sais, sans prétention, mais qu'avec des produits du Puis on terroir. s'entend, tu sais, aussi, puis pour ajouter à votre défi, c'est la restauration. C'est pas là que c'est le plus payant non plus. Là, il reste plus grand-chose. Il reste rien, là, pratiquement. Là. Oui, puis tu as dit ce qu'il fallait dire. Tu sais, cet hiver, on a travaillé à perte, tu sais, quand tu as 4-6 clients. Puis Cap-Alègue, il faut y aller à Cap-Alègue, il faut connaître. Oui. Il n'y a pas de centre-ville, tu sais. Souvent, on est oublié de la carte. Puis, tu sais, on est en train de remettre, il y a un engouement pour Cap-Alègue. Le festival a créé ça. Qu'on ait plusieurs entrepreneurs à s'être réunis aussi, puis à créer une communauté qui va faire avancer les choses. Puis pourquoi ça s'appelle Pour un instant? Hein? Bien, écoute... C'est ça, on pense à Serge Fiori au Québec, là, on s'entend, là. Mais... Il y a un clin d'œil. Pendant ma formation en plan d'affaires, j'ai eu le déclic un soir. Je suis rentrée à la maison, j'ai dit le nom, j'ai dit ça à mon prof. Tout le monde a été unanime, c'est bon, c'est le bon nom, Angélique. Oui, il y a le clin d'œil, effectivement, à la chanson Pour un instant d'Harmonium et Serge Fiori. Tu sais, quand moi, j'ai commencé à donner des ateliers dans les écoles, là, Harmonium, on n'avait aucune idée de... Ah non, ça ne disait rien, là. C'est clair, là, ma boss a dit, il va falloir que tu t'y mettes, là. Potasse, la chanson québécoise, Félix Leclerc, Harmonium, Serge Fiori, tu sais. Puis j'ai appris comme ça. Je me suis documentée. Je suis même allée prendre un cours à l'Université de chansons francophones québécoises. Puis c'était très enrichissant. J'analysais des albums. C'est le fun de faire ça. Puis l'autre élément déclencheur, moi, j'ai perdu ma meilleure amie dans la vie, très jeune. Puis ça a été un grand choc pour moi. Puis c'est de dire, vive l'instant présent. Là. Jamais repousser un lendemain. Non, aller voir ton monde, prendre soin de ton monde. Donc, il y avait ces deux choses-là qu'on fait en sorte, clin d'œil musical, puis vivre l'instant présent, mettre cette philosophie qu'on connaît tous et toutes, mais vraiment avoir un nom qui fait en sorte qu'on la met sur la carte, la philosophie. On ne fait pas juste se la jaser entre deux coins de porte. On voulait que ça soit assis comme philosophie. OK. Puis là, le festival, c'est né de ton amour de la musique. Bon, là, il y a une guitare entre nous deux, là. Rassurez-vous, là, je ne jammerai pas. Là. Ah, quel dommage! Oui, je ne sais pas jouer. Fait que c'est pour tes oreilles là, que je ne jouerais pas. Moi, j'aimerais ça pour que tu aies des bloopers. On n'a pas tant de bloopers à date, ça va quand même assez bien. Mais tu joues de la musique depuis que tu es jeune ou... Oui, c'est sûr que moi, je prenais la guitare de mon père qui avait plus de cordes, puis je me cachais devant un miroir dans la chambre. J'aimais ça. C'était qui ton idole à l'époque? Mon père? Oui. Écoute, il jouait pas de guitare. Okay. Mes idoles à moi, oui, écoute, en France, je sais même pas si ça sonne des cloches au Québec, mais en France, c'était les boys bands, là, tu sais, To Be Free, Alliage, c'était vraiment une mode. Et il y avait une chanteuse qui s'appelait Hélène Roll, et puis qui chantait « Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille, pas comme les autres ». C'était niaiseux comme texte, mais j'avais toutes les cassettes. Puis la fille avait les cheveux longs, une guitare folk, ça a commencé comme ça. C'est des fois un artiste le déclic. Deuxième artiste, ça a été ma mère enregistrait à la radio. À l'époque, c'était des cassettes encore. Oui, faites ça aussi. Moi. Puis elle enregistrait sur la station qui est peut-être l'équivalent de Rouge FM ici, Énergie. RTL. Ah, RTL, OK. Puis tous les dimanches, il y avait des artistes. T'sais. Puis la série Lara Fabian en pleine éclosion en France, 1998, album pur, les chansons Tout, Je t'aime. J'ai dit, c'est quoi cette voix-là? C'est un ovni. Ma mère avait enregistré ça. Je veux dire qu'ils ont regretté parce qu'ils ont entendu ça en boucle, en boucle, en boucle. Puis j'ai commencé à chanter puis à gratter comme ça. Ah oui? Oui. Avec l'inspiration de Lara Fabian. Exact. Puis autodidacte à 100%. Je suis une autodidacte en tout. Puis après, je suis allée me former. Tu sais, j'ai fait une école de jazz pendant 1 an parce que je ne savais pas lire la musique, etc. Mais j'ai toujours été très instinctive et autodidacte. Puis oui, c'est la voix de Lara Fabian qui m'a guidée tout le temps. Tu sais. Puis à l'époque, il y a plein de gens qui n'osaient pas dire... J'écoute Lara Fabian parce qu'en France, il y avait tout un espèce de tapage médiatique sur elle chante trop fort. Mais moi, j'ai toujours été motivée, dans le fond, inspirée par son authenticité puis la clarté de cette voix-là. Et en fait, je pense que l'appel du Québec a été à ce moment-là. Parce que, tu sais, il ne faut pas oublier qu'elle a voyagé, elle a immigré au Québec, nationalité canadienne. Puis déjà, à l'époque, j'avais une vue sur le Québec. Est-ce que mon inconscient a fait en sorte que ça a guidé un choix?
je me suis Il y a jamais pire vraiment... comme modèle, comme artiste, là, on s'entend. Là. Oui, oui, c'est sûr. Vraiment. Pour moi, c'est une Puis inspiration. au Québec, est-ce que le premier que tu as découvert là, et celui qui t'a inspiré, c'est peut-être le même? Là? C'est une bonne question. C'est sûr que j'en ai tellement découvert. Tu sais, oui, Harmonium m'a guidée quand même. Puis j'aimais beaucoup les accords planants qui étaient apportés, la douceur de la voix de Serge Fiori. Tu sais, oui, Félix Leclerc, il y en a plein. Puis dans les nouveaux artistes, je te dirais peut-être... j'ai beaucoup écouté Catherine Major, que j'aime beaucoup. Je suis beaucoup dans la musique à texte, la chanson à texte, les choses planantes. Puis je crois les sujets sérieux. Moi, j'aime ça, les sujets très sérieux. J'ai été influencée par, évidemment, Linda Lemay, qui est une des plus grandes poétesses au niveau des mots. Oui, clairement. Par la suite, j'en ai découvert toute une panoplie. Je pense que ça nous prendrait la soirée pour... Écoutes-tu du pop un petit peu des fois quand même? Ou, oui, je suis très éclectique. J'écoute aussi du jazz, du blues, tu sais, même si je parle pas un anglais. On se rend-tu au métal ou non? Non, je me rends pas là. Okay. J'avoue que je suis très folk et acoustique. C'est beaucoup les mélodies, moi, et le planant qui me guide. Mais il y a quand même des groupes métal qui ont fait des prestations avec des orchestres symphoniques. Assurément. Ça sonne super bien, là. Oui, puis moi, je suis pour le maillage. Puis là, tu m'amènes à parler d'interculturalisme, tu sais. Puis c'est aussi ça qu'on fait avec le festival cette année. J'ai ouvert les valves. Puis ça vient d'une de mes administratrices qui a dit « Angélique, t'es pas assez rock. » Je dis « Comment ça, je suis pas assez rock? » Ben, elle me dit « T'es pas assez rock. » Pas au sens nécessairement unique du terme. Ouais. Il faut que tu diversifies plus. Pas juste des trucs que toi t'aimes, que tout le monde va aimer. Il faut rejoindre un plus large public. Puis là, j'ai fait OK. Puis notre mission est rédigée pour justement mettre un phare lumineux. La mission du festival, c'est du développement culturel, touristique, économique et social. Donc, c'est très large. L'art et la culture comme vecteur de développement social, pour moi, c'est un guide important. Mais partout, ça marche. Toutes les municipalités qui ont misé là-dessus, l'art, la culture, là, puis l'histoire, là, ça a tout le temps marché. Il y a tout le temps eu des bons résultats partout, là. Oui. Ça ne peut pas être différent chez vous non plus, là. Oui et non. C'est plus difficile. Puis, je ne rentrerai pas dans les enjeux avec nos municipalités parce qu'on est partenaire avec notre municipalité. Puis, c'est un acteur essentiel pour que le festival puisse fonctionner. Mais en même temps, la démocratisation de la culture dans les années 80, 90... à son lot de défis aujourd'hui où on pense que la culture est gratuite. Il n'y a plus personne qui va payer une scène pour la culture. On paye 10 ou 15 pièces pour une bière nécessairement, mais pas tant pour un billet de spectacle. Et ça, c'est un enjeu au Québec parce que les gens savent que dans les municipalités, l'été, il y a des concerts gratuits. Oui, OK, d'accord. Mais il n'y a pas juste ça, là. Je veux dire, tu peux juste aller voir ces spectacles-là, mais il faut que tu vois d'autres choses aussi, là. Exact. Puis en même temps, ça allume d'autres lumières chez les gens, des choses qui sont moins, excusez l'anglicisme, mainstream. Tu sais, c'est moins grand public. Il faut ouvrir. Puis, tu sais, je vois ma municipalité, c'est l'exemple quand même parfait sur une programmation qu'ils font l'été. Ça va du concert de rap en Robert Charlebois de ce monde à un artiste plus émergent, tu sais, un William Cloutier, par exemple. Donc, nous, on essaye aussi de s'inscrire où cette année, on a dit, on a de la chanson francophone à texte parce que ça fait partie des assises de la mission du festival. Mais tu sais, on a un trio, Nos Son Cubanos, qui reprend un Hôtel California, du Mozart ou du Charlebois en style cubain. Donc, c'est cette idée d'avoir... Puis on est là-dedans aussi. Charlevoix accueille des communautés culturelles. Le Québec est un pays d'immigration. Oui. Donc, c'est vraiment ça qu'on voulait amener, ce côté plus solaire, plus métissé. On se dit que c'est une chanson francophone vivante. Puis, on n'est pas les seuls à faire. C'est quoi innover au final? Innover, c'est pas réinventer la roue. C'est-à-dire, plusieurs mois dans l'année, on est dans un désert culturel. On a le magnifique Domaine Forget qui présente, toute une programmation classique et variété. Leur programmation variété, on est plus sur fin d'été, automne. Les villes, on est plus juillet-août. Puis là, on se dit, OK, mais de janvier à début juin, il y a quoi? Oui, c'est assez tranquille. Pas grand-chose. Moi, je fais l'aller-retour sur Québec 2-3 fois l'hiver quand je peux pour aller écouter des shows à Québec parce qu'on n'a pas grand-chose. Donc, on s'est dit, on va profiter du momentum. C'est un beau temps de l'année, la floraison, les arbres commencent à être en fleurs, tout ça. Puis, c'est ça. Pagliaro, cette année, on est un peu plus rock, des artistes plus émergents. Puis, moi, j'aime aller chercher des choses en dehors des rails. Pas nécessairement l'artiste qui est en tournée. Tu sais, Marie-Mé, oui, elle est en tournée, mais ce qu'elle va présenter à notre festival, il n'y a aucun autre festival qui bénéficie de ça. C'est unique, là. C'est unique, c'est quelque chose qui va être planant. Puis quand moi, j'ai vu ça, puis les médias sociaux, ça a du bon, là. Tu sais, ils ont joué dans une petite place dans les Laurentides. J'ai fait « Oh, wow! » J'avais jamais entendu Marie-Mé comme ça. Puis David Laflèche, c'est une super belle découverte.
C'est quelqu'un qui développe un peu sa carrière personnelle. Tu sais, il est souvent derrière plein de grandes productions avec des artistes très renommés, mais c'est un artiste très talentueux. Puis je dis, je pense que ça pourrait être une belle lumière à mettre, un beau mix. Puis ça va vraiment être un concert hors du temps, je pense. Donc, c'est un peu dans cette direction qu'on s'enligne. Ça a dû aider un peu à vendre des billets, Marie-Mé, là, quand même. C'est sûr que ça fait partie des choses populaires. Je te dirais que mon plus populaire, c'est No Son Cubanos, à ma grande surprise. Et ça me rend contente, là. Ben oui. Parce que l'ouverture à la diversité qu'on veut, c'est ça, l'interculturalisme, c'est faire en sorte que tout le monde se parle, tu sais, nos charlevoisiens de souche, les nouveaux arrivants, puis d'essayer de créer un maillage, puis une communauté. Puis d'ailleurs, on le fait même entre Québécois, Ben oui. généralement, tu sais. Puis on se retrouve, tu sais, comme je dis toujours, la semaine du festival, dans le village, c'est dur. Tu sais, Cap-Alègue, là, la rue Saint-Raphaël, c'est pas grand, là. C'est peut-être quoi, 2-3 kilomètres? Gros max. Mais tu sais, quand je passe en voiture, là, avec mon autocollant du festival, là, je m'arrête à 5 ou 6 places parce qu'il faut que tu jases au monde. Ça me rend fière. Ça me rend fière de dire que les petits pas qu'on a faits, même si le festival devait s'arrêter demain, les relations humaines que ça a créées, ça, c'est durable. Mais tu penses pas arrêter, là? La question se posera, je te dirais, à la fin du festival. C'est dur quand même, on va se le dire. Oui, je comprends, là. Puis tu sais quoi, je me suis fait dire, il y a 2 semaines de ça, je pensais que c'est le festival qui faisait rouler ton entreprise. Puis justement, je parle jamais de ça parce que le plus grand commanditaire, c'est mon entreprise. Le temps que je mets, Oui, ben, la c'est zone clair. gourmande, c'est mon bistrot qui l'opère à 100 des bénéfices puis des profits pour le festival parce qu'il faut qu'on ait des revenus autogénérés si on veut pas être déficitaire. Je ferme mon auberge, moi, une semaine. Actuellement, je fais de la promotion pour tous mes partenaires hôteliers, sauf pour moi. Donc, tu sais, je le fais vraiment dans un esprit communautaire puis de façon saine. Mais c'est quand même énergivore. Si mes partenaires... Puis, tu sais, cette année, c'est 50. J'arrête de le dire parce que les gens pensent que le festival est plein d'argent. Mais pour y arriver, ça me prend 50 partenaires. Ça va d'un producteur qui me donne 100 $, tu sais, en produits, à ma start-up de Montréal que je suis allée chercher. Puis mon plus gros commanditaire cette année, c'est pas 15 ou 20 000, là. C'est 5 000. Puis il faut les gérer, les 50 partenaires et commanditaires, en termes de visibilité, en termes de billets de faveur. Mais c'est 50 entreprises et partenaires qui ont cru. Croient. C'est ça. Ce qui me fait continuer, c'est ça. Mais sinon, d'un point de vue financier, je te cache pas que c'est vraiment difficile. Puis, tu sais, on a rendu 50 de la programmation gratuite pour l'accessibilité. Mais encore là, tu sais, cette année, je pense qu'on ne sera pas déficitaire, mais on ne sera pas bénéficiaire de 40 000. Non, mais ça va couvrir les frais, puis c'est tout. Exact. Puis si on faisait ça au Parc du Havre, Mm-hmm. ce serait-tu une option, ça? Bien, c'est des Léandre a sûrement dû vous en parler, là. C'est sûr que ça faciliterait ma logistique parce qu'on est dans les jardins des Lilas de Cap-Alègue. Pas d'eau, pas d'électricité. Tu sais, on loue nos stations d'eau au festif. Puis on travaille local. Tu sais, on génère de l'emploi. On engage nos techniciens son et lumière ici. On loue du matériel au festif plutôt que d'aller louer à Québec parce qu'on encourage le local. La ville nous prête du matériel, certes, mais tu sais, il faut louer une génératrice. Le coût de l'essence cette année, ça va nous faire mal parce qu'il n'y a pas d'électrification dans ces jardins-là. Donc, il y a aussi cette volonté d'investir d'autres lieux. Puis c'est la particularité de la Malbaie avec des secteurs. Là. Ils ont lancé leur image de marque il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est Sainte-Agnès, c'est Cap-Alègue, c'est Pointe-au-Pic, c'est grand. En territoire, là, c'est grand. C'est sûr que moi, d'un point de vue logistique, je sauverais des coûts d'aller au Havre. Est-ce que dans les prochaines années, il faudrait faire ça de façon hybride sur plusieurs lieux? La question va se poser. Puis, tu sais, je remercie la Ville d'être là, mais leur contribution n'est pas suffisante. Puis ce ne sera pas une nouvelle pour M. le maire. Il le sait, je l'ai rencontré, je lui ai dit, il faut que ma municipalité soit là de façon plus importante. Nos MRC sont là, notre association touristique est là. Mais rendu là, ben, ça prend des sous. On va ça coûte combien organiser le festival là, sur 3 jours? Là? Écoute, c'est à peu près 80 000. OK. Hors ressources humaines payées, c'est-à-dire que nous, à la direction du festival, là, on charge 0, on est bénévole. Mais tu sais, on met notre entreprise sur pause longtemps quand on fait ça. Ouais. Puis tu sais, à 80 000, je paye mes artistes, principales dépenses, je paye une petite campagne de publicité, je paye mes assurances, je paye ma location de matériel. Tu sais, c'est tout ça que je paye, je rentre dans mes frais. Puis tu sais, c'est pas beaucoup, là. 3 jours, une dizaine de concerts, 80 000 $. On fait un exploit, tu sais. Tu regardes les grands festivals comme Tadoussac ou Petite-Vallée. Tu regardes le festif à 4 jours, ça coûte 5 millions. C'est ça. Exact. Mais tu sais, on est dans d'autres proportions d'achalandage. C'est pas la même affaire, c'est ça. Là. Mais tu sais, on n'est pas à avoir un commanditaire. Hein, tu sais, quand j'écoute Alan Côté à Petite-Vallée, puis tu sais, ça me touche aussi parce que même si ça fait plus de 40 ans qu'ils sont établis, des fois, ils perdent un commanditaire à 75 000. Ça fait mal. Oui. Bon, moi, si j'en avais un à 10 ou 15 000, je serais bien contente. Puis
ça me sécuriserait un peu parce que chaque année, quand on fait la prévente, on tremble, là, parce que l'année dernière, on a été clairement déficitaire parce qu'on a eu une programmation qui était ambitieuse, l'achalandage qui n'était pas tant au rendez-vous parce qu'on n'a pas assez de budget pour aller en publicité. Tu sais, c'est pas évident, mais à travers tout ça, on a des entreprises fidèles. Je pense à la microbrasserie Charlevoix qui croît depuis le début. Puis quand j'écoute Frédéric en entrevue qui nous cite, alors qu'il cite aussi le Festif ou la Facenne, je me dis, on a peut-être notre raison d'être dans l'écosystème culturel, puis c'est ça qu'on veut faire. On veut vraiment être dans un écosystème. On n'est pas là pour faire de la concurrence à personne. On est là pour avoir une offre là où il y a du désert culturel, puis venir faire en sorte que la Malbaie soit un phare culturel dans les prochaines années. Tu sais, on travaille fort avec la ville. On a une belle collaboration. On se partage nos programmations. Même avec le domaine Forget, on s'appelle. Oui, il n'y a personne qui se nuit, là, culturellement parlant. Tu sais, c'était à nous de faire les premières étapes. On est les petits nouveaux arrivés, c'est normal. On crée ça, mais ça va prendre des sous supplémentaires. C'est le nerf de la guerre, c'est sûr. Là, ça prend des sous. C'est tout le temps. Puis écoute, mais à un moment donné, peut-être que ce commanditaire-là va arriver à force de vous voir aller, là. J'espère. Écoute, on fait ce qu'on peut en termes de rayonnement, en termes d'approche. C'est peut-être ce qui prend le plus de mon temps, c'est tout le plan et la gestion des partenaires commanditaires. Tu sais, c'est des redditions de comptes pour 3-4 000. J'en ai 5-6 à faire comme ça. Après le festival, il y a de la job encore. Là. Oh, ça n'arrête pas, là. Ça n'arrête jamais, là. Puis, tu sais, tu as des demandes de subvention. La date butoir, c'est déjà le mois de novembre. Nous, on est en saison. Tu sais, je suis souvent en retard, surtout, parce que ça me prendrait une adjointe administrative, puis ça me prendrait plus de monde. Que tu ne peux pas payer. Exact. Bon, exact. Donc, ça va être un choix. Moi, je ne pourrais pas continuer en toute objectivité comme ça pendant 10 ans à tout porter à bout de bras. Même si j'ai mon CA et mon comité organisateur. Là. Mais tu sais, on y croit. Moi, j'y crois. On met du cœur à l'ouvrage. Je pense que cette année, on va avoir un achalandage plus significatif, mais probablement pas suffisant pour faire une entrée, par exemple, au ministère du Tourisme, pour avoir une subvention, parce que c'est des seuils. On demande... C'est ça, hein? On est toujours dans l'équilibre qualité-quantité. Puis nous, on est un festival un petit peu plus en marge, où on est dans le qualitatif, festival confortable, concert intime. C'est pas pour rien qu'il n'y a plus de boîte à chansons au Québec. Questionnons-nous. Tu sais, moi, je produis des spectacles à mon auberge. Tu sais, je suis déficitaire, mais je le fais parce que ça donne de l'âme. Puis je veux bien considérer les artistes. Je ne les fais pas venir pour 100 pièces non plus. Donc, mais tu sais, à 25 places, 25 billets, je ne vends pas 150 $ mon billet. Tu fais le calcul, c'est vite fait. Ah, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est toujours les deux mêmes colonnes qui comptent. Hein? Dépenses-revenus. Exact. Ça se limite à... Exact. Ça se limite mais il y a une dose de passion, puis je pense qu'on a un devoir à faire. Puis c'est pour ça qu'on s'entoure d'artistes qui croient. C'est l'identité du Québec est fragile. On n'est pas là pour rien avec notre chanson francophone, aussi vivante qu'elle soit et aussi diversifiée qu'elle soit. Moi, je pense qu'il n'y en a pas assez des festivals au Québec. Il n'y a pas assez de passeurs culturels. Puis les passeurs culturels, ça va au-delà d'une direction de festival ou d'un artiste. C'est chaque personne qui se fait ambassadrice de la culture, comme les entreprises qui nous commanditent le font. C'est super important. Oui, bien, effectivement. Mais c'est sûr que ça dépend à qui tu parles sur le nombre de festivals, mais ce que je comprends, quand il débarque une grosse vedette américaine au FEC, c'est pas ça qui te fait tant triper, toi, là. Tu dis pas... ou ça te laisse neutre, je sais pas. Là. Je veux pas te mettre des mots dans la bouche non plus. Oui, ça peut me faire triper, mais tu sais, je pense qu'on a si on parle d'économie circulaire, il y a une vraie réflexion à faire. Je rentrais pas dans les débats d'Evenco et tout ça. Non. Mais il y a des choix à faire où est-ce qu'on accepte de payer un petit peu plus cher pour avoir des artistes locaux? Est-ce qu'on accepte... Tu sais, il y a des choix à faire, puis c'est pas tous les festivals qui jouent le jeu. Il y a des gros festivals qui ne jouent pas le jeu, notamment dans la région de Montréal. Puis je trouve que... Tu sais, moi, je fais partie du Refrain. C'est le regroupement des festivals indépendants autonomes du Québec. Puis ça fait 3-4 ans que le Refrain est sur pied. C'est à peu près 115 festivals qui sont là. Puis eux, ils défendent nos intérêts auprès du ministère, des gouvernements, nous mettent à jour sur les subventions possibles, les enjeux, d'avoir des pistes. Puis c'est super important qu'on ait cette voie politique-là, les festivals plus autonomes et indépendants. Tu sais, même des gros festivals comme Tadoussac ou le Festif sont des festivals autonomes et indépendants. Puis, tu sais, même si ça va bien pour eux autres, c'est pas facile à l'envers du décor, là. Ben non. Donc, pour nous, ça l'est encore moins parce qu'on n'est pas connus. Tu disais tantôt, comment on fait pour se présenter à un artiste? Combien de fois je me suis fait raccrocher le téléphone au nez ou presque insulté par des agents d'artistes? Sérieusement? Oui. C'est quand vous aurez plus d'argent, vous nous rappellerez. Autant dire que ces artistes-là, je ne les produirai jamais au festival. Mais t'en as d'autres qui t'ouvrent la porte, puis qui sont ouverts, puis t'expliquent la réalité, puis c'est pas compliqué. T'sais, nous, on remet des rapports de billetterie, on fera pas d'argent sur le dos des artistes.
Mais ça prend un effort. Les cachets d'artistes ont explosé. Ouais. Tu sais, les directions de festivals qui roulent depuis longtemps pourraient te le dire. Nous, encore une fois, on arrive après la pandémie, les cachets d'artistes ont triplé. Tu sais. Nous, on arrive là avec des petits budgets, aucune grosse subvention, puis là, il faut que je paye des cachets d'artistes. Puis, tu sais, ça se comprend. Il n'y a pas de statut d'intermittent du spectacle au Québec. Les coûts ont augmenté. Tu sais, le transport, on est dans Charlevoix. Tu sais, on n'est pas à Montréal, donc souvent, les coûts sont plus chers. Mais c'est une carte quand même magique, Charlevoix, là. C'est une carte magique, mais pas si attractive pour négocier, je te dirais. Même pas? Ah non, même Non. pas. Genre un petit week-end à Malbaie, ça fait pas triper tant de monde que ça, là. Non, puis tu sais, oublie ça, on fait pas d'échange vacances ou des choses comme ça. Les artistes veulent leur cachet pareil, là. OK. Mais tu sais, il y en a qui font leur part, puis tu sais, qui acceptent de prendre peut-être un petit peu moins cher, puis de dire si vous contribuez à la promotion, ben vous allez peut-être avoir un plus gros cachet. Il y a une façon aussi de négocier, je pense, qui est à revoir. Puis tu sais, je jase pas tant que ça, j'ai pas tant le temps de jaser avec d'autres directions de festivals non plus. T'sais, moi, j'apprends aussi sur le tas. Tu apprends à négocier, mais mon seul guide, c'est d'être juste. Okay. Être juste pour les artistes, entre les artistes, puis être juste aussi envers les valeurs qu'on veut porter. Puis moi, je fais des choix d'entreprise ou autre, c'est québécois, là. J'achète rien aux États-Unis. Cette année, Métro me commandite. Tout ce que je vais prendre en plus, là, je ne ferai pas 4 paniers à Costco. Ça va être à mon épicerie locale. Puis les partenaires qui embarquent le savent. J'espère que notre Mazda Charlevoix qui nous commandite cette année, notre Domaine Fraisère, qui est une petite entreprise qui n'a même pas 10 employés, là, qui nous commandite à une hauteur proportionnelle quand même énorme, j'espère que ça va avoir des retombées dans les prochaines années pour ces entreprises. C'est toujours ça qu'on souhaite, que les gens qui s'investissent puissent avoir un retour justement sur l'investissement. Puis, tu disais, bon, OK, des agents d'artistes m'ont raccroché le téléphone au nez. C'est quoi qui a fait que ça a marché avec Marie-Mé? Parce que Marie-Mé, c'est pas la dernière venue, là. Ouais. Tu sais, quand on parle de vedette au Québec, là, ça en est toute une, là. Écoute, moi, je marche au coup de cœur. Je l'ai fait la première année avec Prairie Como, qui est un duo folk dont un des membres faisait partie du groupe Mes Aïeux. Et ça marche par coup de cœur. Ils sont passés en direct de l'univers. J'étais la première à les appeler. T'sais. Puis je pense qu'il faut oser. Il ne faut pas se dire Marie-Mé est inaccessible ou tel artiste est inaccessible. Tu as des artistes pas connus qui sont inaccessibles. Puis il y en a d'autres. Puis tu sais, c'est avec David Laflèche que les premières approches se sont faites. Puis c'est un chic type. Je tiens à le dire. J'espère que les gens vont l'entendre. C'est vraiment quelqu'un qui porte la culture de façon noble. Puis je crois que si on était une plus grande communauté à faire ça, nos festivals rayonneraient peut-être un peu plus, en tout cas ceux qu'on arrache un peu plus comme nous. Ferait en sorte que notre culture se porterait peut-être un peu mieux. Et quand j'ai des artistes qui prennent ce rôle à cœur, qui sont des véritables passeurs culturels, même s'ils n'ont pas besoin de notre festival pour vivre, je veux dire, David, ça fait 20 ans qu'il est le directeur musical des Galas de la Disque. Puis... Ouais. Mais c'est encore un passionné. Ah, c'est ça. C'est une affaire de passion. Oui, puis tu sais, je veux dire, la logistique de Marie-Mé est énorme. J'ai un bénévole qui s'occupe d'elle toute la fin de semaine. C'est 2 allers-retours sur Montréal. Tu sais, elle va dormir peut-être à 6 heures. Puis c'est quelque chose de fou qu'elle accepte de venir pour vivre cette expérience-là dans son agenda de ministre. Mais peut-être qu'elle, ça a fait triper. Ben, je pense que oui, sinon elle aurait peut-être Ben, dit exactement. Elle a l'embarras du choix. Là, je veux dire, si c'est pas chez vous, elle sait qu'elle peut jouer ailleurs au mois de juin. Là. Puis le côté humain, je pense, cette authenticité, cette proximité qu'on essaye de créer avec le public, c'est une espèce de petite bulle de bonheur dans un contexte géopolitique vraiment pas le fun. Ah, pourri, on va le dire. Puis c'est ça que, moi, tu vois, tu me dis ça, ça me donne le frisson. C'est la seule chose qui me motive, de dire qu'on peut faire une différence à notre échelle. Puis ça, c'est une de mes premières bosses. Nathalie Fortin, si tu m'écoutes, c'est grâce à toi. Je travaillais pour une table de concertation multiréseau intersectoriel à Montréal. Puis Nathalie m'avait dit, Angélique, il y a une seule façon de changer les choses, c'est de le faire à petite échelle, dans ton quartier, dans ta ville. C'est ça. Puis ça a toujours été un guide. Puis, tu sais, ça a été la première personne que j'ai appelée quand on a dû monter l'OBNL. Elle dit, comment on fait ça, monter un CA? Puis là, tu sais, mais s'apprend? Oui, puis c'est des gens qui avaient des valeurs, puis qui les portent toujours, des valeurs communautaires qui sont importantes pour le Québec. Puis je crois qu'il faut qu'on continue à porter ce flambeau-là, que ce soit en culture ou peu importe dans quelle portion de la communauté. Chaque année, on essaye, tu sais, j'en parle pas tant, mais de faire notre part. On offre des billets gratuits de spectacles payants aux organismes communautaires. C'est important pour moi de dire que peut-être on va changer le quotidien d'une famille. Si c'est une, ben c'est le fun parce que c'est tough pour certaines familles dans notre contexte, là, tu sais. T'as beau travailler, puis, tu sais, même le prix des loyers ici en région est élevé, l'épicerie est élevée, c'est pas toujours facile. Il y a des familles monoparentales.
Donc, c'est aussi ça, le pouvoir de la musique. Puis la chanson, c'est Aznavour qui dit ça, la chanson « Nous sommes les pharmaciens des hommes ». Je ne suis pas médecin dans la vie, mais si on se dit que les passeurs culturels et les artistes, on est en quelque sorte, à notre échelle, les pharmaciens des hommes, c'est ça qu'on essaye de faire. Puis je ne vois pas pourquoi en région, on n'aurait pas le droit d'avoir cet accès comme on l'a en ville. Je pense que ça prend plus d'entrepreneurs qui se serrent les coudes. Puis je suis fière qu'on ait 50 partenaires commanditaires. Je suis fière que mon conseil d'administration, ma dernière directrice dans la vie avant d'être entrepreneur, a accepté, après 2 heures de discussion, d'être sur mon CA. Puis l'autre personne, c'est une personne avec qui j'ai travaillé pour la réussite éducative au Québec, puis on a démissionné ensemble de cette job-là. Aujourd'hui, elle travaille à Paris pour l'Organisation internationale de la francophonie. Puis je me suis dit, vas-tu accepter? Angélique, ose, approche. Elle est passionnée, puis elle m'a fait découvrir des Claude Gauthier de ce monde. Moi, je ne connaissais pas ça. Donc, passionnée de chansons, porte très haut le flambeau de la culture québécoise dans toute sa diversité. Puis même si elle est à Paris, ça ne nous empêche pas d'avoir des CA en mode hybride. Ben non. C'est des gens passionnés qui font en sorte que, des fois, c'est dur quand tu as des négociations qui ne se passent pas bien. J'ai du monde avec qui je peux échanger, puis dire c'est quoi la meilleure stratégie? Est-ce que je dois prendre du temps là-dessus? Est-ce que j'en perds trop? C'est tout ça, qui est aussi l'envers du décor d'un festival où nous, on voit juste des spotlights, des lumières qui s'allument pendant 3 jours. Mais c'est au-delà de ça. Puis c'est de valoriser des lieux aussi dans notre région qui ont besoin d'être valorisés. Je pense à notre église anglicane de plus de 150 ans. C'est mes voisins qui arrivent bientôt de l'Ontario qui gèrent ça à bout de bras. Ils font les peintures, dans l'église. Elle est d'une propreté, puis 150 ans, cette église-là. Wow! C'est notre patrimoine. Ben oui, clairement. Alors, ça fait partie, c'est ça. C'est notre histoire. Faisons vivre ce patrimoine-là avec des événements. Puis j'ai un prof à l'université qui m'a toujours dit ça. Il a dit, oubliez toutes les lectures que vous avez faites. Animer, c'est donner du sens. Si vous n'avez pas cette philosophie-là, arrêtez tout de suite vos études où vous en êtes. Puis ça m'a toujours guidée. C'est de dire, je dois animer ma communauté, je dois donner du sens. C'est ça qui me guide. C'est pas le salaire qui me guide. C'est vraiment clairement ça. pas. Tu avais raison, hein? On aurait pu parler pendant 4 heures. Angélique, je te remercie beaucoup d'être passée aux vraies affaires. Puis on souhaite la meilleure des chances pour l'auberge, pour le festival, puis lâche pas surtout. Puis écoute, je vais dire bravo pour ton implication, pour ta détermination, parce que c'est pas simple la voie que toi et ton conjoint avez choisie, mais je pense que c'est la plus belle. Un gros merci, puis j'espère te voir au festival au moins pour un concert. Ben, faudrait.